Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir pour ce 8e webinaire du Réseau rural national dédié à l'innovation pour le renouvellement des générations en Europe, en France, avec des exemples de projets partenariaux et territoriaux. Comme les autres webinaires du réseau, vous avez noté qu'il aborde une problématique clé du Fonds européen agricole pour le développement rural, le second pilier de la PAC. Celui d'aujourd'hui est un petit peu spécifique parce que c'est le premier d'une série qui vise à croiser des enjeux territoriaux et des travaux de projets multi-acteurs français ou européens. Il a aussi ce site spécifique, il est organisé avec notre partenaire, le projet Ruralisation, qui est un projet européen de recherche qui travaille essentiellement sur les potentiels de revitalisation des espaces ruraux, notamment les enjeux d'accueil des nouveaux arrivants et d'accès au foncier agricole. Et je remercie très sincèrement Alice Martin-Prével qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, et ses collègues Damien Roumet et William Lovelock qui vraiment ont travaillé avec nous pour l'organisation et qui vont participer à l'animation et qui vont aussi témoigner. Alors, je voudrais dire quelques mots sur le PU Agri, l'essentiel. Il est déployé à la fois dans le cadre du second pilier de la PAC, le FEADER, les régions lancent des appels à projets, et par la politique européenne, les programmes européens de recherche, Horizon 2020 qui vient de se terminer, Horizon Europe qui démarre, et il vise à soutenir des projets collaboratifs multi-acteurs qui associent des agriculteurs, des chercheurs, des conseillers, des centres de recherche, un vaste panorama d'acteurs pour identifier, proposer des solutions, des innovations, des connaissances en réponse à des besoins concrets des acteurs de terrain et urgents. Je vous invite à découvrir le PUI Agri sur le site du réseau rural national, ainsi que sur le site du réseau européen du PUI. Je n'en dis pas plus, vous prendrez connaissance. Simplement, on approche les 295 groupes opérationnels en région du PUI Agri et Alexia précisera peut-être les chiffres, mais plus de 180 projets européens multi-acteurs du PUI. Alors, quelques mots sur la thématique d'aujourd'hui. En France, quelques chiffres issus du diagnostic de préparation de la prochaine PAC. Évidemment, le renouvellement des générations est un enjeu majeur, au point d'ailleurs qu'il est un objectif spécifique de la prochaine politique agricole commune. L'objectif spécifique que j'ai, attirer les jeunes agriculteurs, faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales. En France, quelques chiffres que vous retrouverez sur le site. On est dans une situation moins préoccupante que de nombreux États membres, pourtant le défi est très grand. En 2016, l'âge moyen des exploitants est de 52 ans, contre 40,5% pour les actifs, les autres actifs français. Et 44% des exploitants auront l'âge de partir à la retraite en 2026. Certains resteront, continueront quelques années leur activité, mais c'est un chiffre très important. Depuis les années 2000, les installations stagnent autour de 13 000 installations par an, et le taux de remplacement est insuffisant puisque 3 exploitations sur 10 ne sont pas remplacées. Il existe aussi une importante disparité régionale et en termes de filières, et nous y reviendrons. Alors, qui sont les nouveaux installés? Alors, l'agriculture est encore le vivier principal des nouveaux installés, un fils-fille d'agriculteur, mais les installations hors cadre familial qui incluent les installés non issus du monde agricole progressent. Elles représentent 30% des installations. 30% des agriculteurs qui s'installent ont plus de 40 ans, 37% sont des femmes. Et un élément intéressant, c'est que les installations en agriculture biologique et en agroécologie progressent. C'est d'ailleurs l'un des axes du plan de relance que de faire de l'agroécologie un levier pour le renouvellement des générations en France. Alors, la surface moyenne des installés, elle est de 35 hectares, sauf pour les plus de 40 ans qui, eux, s'installent plutôt sur 25 hectares, je dis bien une surface moyenne. Autre caractéristique, le prix du foncier qui augmente, qui est très hétérogène, mais qui est néanmoins plus faible que dans les pays, dans de nombreux États membres. Le prix du foncier en France, terre, pré, vigne, est 3 fois inférieur à celui de l'Allemagne, par exemple.
S'agissant des modes de soutien au renouvellement des générations, donc certains relèvent de la PAC, la dotation aux jeunes agriculteurs, les aides du premier pilier aux installés. Il y a des modulations d'aides spécifiques pour des dispositifs. Il y a des dispositifs nationaux, comme l'aide à la transmission-installation. Il y a des dispositifs qui sont purement régionaux, les prêts d'honneur, l'accès au foncier. Il y a des dispositifs qui sont cadrés au niveau national, déclinés au niveau régional, enfin, donc toute une panoplie d'aides. Bien sûr, l'enseignement agricole qui joue un rôle majeur, la politique foncière. Et enfin, il y a tout un environnement, nouvel environnement qui accompagne le renouvellement des générations avec des outils, des démarches innovantes. Certaines sont connues, enfin, certaines ont été développées récemment par le réseau rural Pays de la Loire sur les thématiques foncières. Et bien sûr, nous avons des acteurs comme Reneta, les réseaux Reneta, les réseaux Terre de Liens ici présents, qui sont actifs, et des projets partenariaux comme le PUI. Et c'est le cœur de ce dispositif que de leur donner la parole ainsi qu'à ceux qui les soutiennent. Alors, pour en parler, pendant la plénière, nous avons Alexia Roubi, je la présenterai tout à l'heure, de la Direction générale de l'agriculture de la Commission européenne. Nous avons William Lovle du projet Ruralisation et de Terre de Liens. Nous avons Nils Maurice du réseau Reneta, les espaces tests, mais par ailleurs partenaire du projet européen Newbie. Et nous avons Sandrine Clément, directrice régionale de l'agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire. Donc je vais les présenter. Sachez qu'en deuxième partie, on aura toute une série d'ateliers. Enfin, nous aurons 2 ateliers avec 4 témoignages, 3 groupes opérationnels, dont un catalan, un réseau européen d'accès à la terre. Et vraiment rester aux ateliers parce que ça devrait être passionnant. Nous aurons le temps d'approfondir les problématiques et vraiment de rentrer dans le cœur des projets. Voilà, sans plus tarder, donc je donne la parole à Alexia Roubi, chargée des programmes de recherche à la DG Agri, Commission européenne. Bonjour Pascal, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Si vous pouvez confirmer que tout va bien. Alors, je suppose que tout va bien, du coup. Oui, tout va bien. Ok, merci. Donc, merci pour cette opportunité d'intervenir devant vous aujourd'hui. Donc, comme Pascal l'a dit, moi, je travaille sur les aspects ruraux, participatifs et territoriaux au niveau de l'unité recherche et innovation du département agriculture et développement rural de la Commission. Et je vais essayer de vous brosser un peu les enjeux européens et les instruments de soutien autour de la problématique du jour. Donc, tout d'abord, il me paraît important d'aborder le sujet du renouvellement générationnel dans le contexte plus global des enjeux du secteur, qui sont ceux de la transition verte et inclusive. Donc, comme vous le savez peut-être, la Commission européenne a adopté une nouvelle stratégie qui s'appelle le Pacte vert pour l'Europe. C'est une stratégie de développement qui vise la neutralité climatique du continent à l'horizon 2050 et une croissance verte qui réconcilie les enjeux environnementaux et sociaux. Donc, le pacte vert a décliné dans les stratégies de la ferme à la table et la stratégie biodiversité, les éléments qui concernent principalement le secteur et qui mettent l'accent, le secteur agricole, et qui mettent l'accent sur la durabilité et la résilience. Donc ça, c'est un premier point important. Un deuxième, c'est que le renouvellement générationnel en agriculture, il dépend aussi, on le sait, de l'attractivité des territoires ruraux, des zones rurales. Et là aussi, il y a des enjeux forts autour de la définition de la place de ces zones rurales dans notre société et du rôle que nous voyons pour ces zones à l'avenir et pour les communautés rurales et les personnes. Donc, ces enjeux, ils sont en débat aujourd'hui et ils feront l'objet d'une communication de la Commission qui sera publiée en juin 2021 dans le cadre de la priorité du travail de la Commission sur la démocratie et la démographie. Donc, c'est intéressant comme positionnement aussi. Donc, c'est la vision à long terme sur les zones rurales qui sera publiée en juin. Donc, il est évident pour nous qu'il faut connecter les enjeux de territoire et les enjeux du secteur. Il ne peut pas y avoir de sécurité alimentaire, ni de transition environnementale, ni de vitalité des territoires sans une nouvelle génération d'agriculteurs qui sont prêts à innover pour relever tous ces défis sur le long terme.
Or, nous savons que la situation, malheureusement, de ce point de vue, ne va pas dans la bonne direction aujourd'hui. Pour un agriculteur qui a moins de 35 ans, nous en avons en moyenne 6 qui ont plus de 65 ans. Et la proportion de jeunes agriculteurs tend à décroître. Vous voyez en bas, là en bleu, ceux qui ont moins de 35 ans et en rouge, ceux qui ont moins de 44 ans. Donc, la proportion diminue alors que les classes d'âge plus élevées augmentent. Et bon, le vieillissement, c'est un phénomène général en Europe qui touche toutes les populations, tous les secteurs, mais il est particulièrement inquiétant dans ce secteur-là. Alors, la situation est contrastée géographiquement. Pascal l'a dit déjà un petit peu. Entre pays et au sein de chaque pays. Donc, vous voyez à gauche, là, une carte qui représente le ratio des agriculteurs qui ont moins de 35 ans, des chefs d'exploitation qui ont moins de 35 ans sur ceux qui ont plus de 55 ans. Donc, plus on est foncé, plus on a un bon équilibre démographique. Donc là, on voit un petit peu les contrastes qui sont assez forts entre les jaunes et les marrons foncés, je dirais, et même au sein de la France, donc les disparités géographiques dont Pascal a parlé. Et à droite, un petit peu les mêmes chiffres avec les éléments sur aussi le rapport entre les hommes et les femmes, la proportion de chefs d'exploitation qui ont moins de 35 ans, ce sont des chiffres de 2016. Donc là aussi, on voit que la France se positionne à peu près en 5e position. Donc on est plutôt dans une bonne situation relativement aux autres pays, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet majeur. Ce qu'on constate aussi, c'est que les nouvelles générations sont plus spécialisées. Donc, il y a une tendance pour les exploitations des jeunes agriculteurs en moyenne à être plus grandes, plus spécialisées, ce qui va de pair avec la possibilité de simplifier le travail, d'adopter des nouvelles technologies, voilà, de faire des économies d'échelle. Donc, ce qui veut dire qu'on a plus de jeunes dans des exploitations spécialisées en culture arable et en élevage, et moins de formes mixtes, moins de culture permanente chez ces jeunes agriculteurs, avec une nuance à apporter pour les nouveaux entrants, les installations hors cadre familial, où là, on a plus de diversité, plus d'attention aux formes diversifiées d'agriculture et aussi au bio. Ce qui est important si on rapporte à mes propos du début sur la transition verte. Donc, on voit très bien le lien. Donc, les enjeux pour les jeunes agriculteurs, ils sont bien connus maintenant. Ils sont rappelés dans ce briefing dont je vous ai mis une image et puis un lien à droite qui soutient le nouvel objectif spécifique de la PAC sur le changement structurel et le renouvellement des générations. Donc, les jeunes agriculteurs ont aussi des revenus plus faibles en moyenne. Il y a des problèmes d'accès au foncier, soit de terres indisponibles ou trop chères ou dégradées, de compétition avec les agriculteurs installés qui veulent reprendre ces terres quand une exploitation s'arrête, et de compétition avec les autres usages aussi. On a aussi des enjeux forts d'accès au financement et au capital, difficulté à obtenir des prêts. Donc, le fait que les prêts ce soit perçu comme trop risqué par les banques, c'est la raison principale de refus des prêts pour les jeunes agriculteurs. Des difficultés à les rembourser parce que l'activité n'est pas très profitable au départ, le manque d'apport, des taux d'intérêt qui sont très élevés dans certains pays. On a aussi des enjeux d'accès à la connaissance, à la formation, et à l'innovation, au soutien, au conseil de manière générale. Donc, on a encore 62% des jeunes agriculteurs qui pratiquent avec seulement une expérience pratique, donc sans formation. Et on est à 20% qui ont une formation agricole, ce qui est 4 fois plus que dans les générations les plus âgées. Donc, il y a un gros progrès là-dessus, mais on est encore loin d'une majorité d'agriculteurs qui seraient formés spécifiquement à ça. Et on a aussi des enjeux d'accès au travail, soit pour les agriculteurs eux-mêmes, s'ils doivent être multi-actifs et compléter leurs revenus avec une autre activité, soit d'accès à la main-d'œuvre pour ceux qui en ont besoin. Donc, si on met la loupe un petit peu sur la question des nouveaux entrants en agriculture ou des installés hors cadre familial, disons, ou qui ne viennent pas du secteur au départ, ce qui est très intéressant, c'est la différence des profils qu'on voit chez ces installés, qui sont source d'innovation. Ils apportent des nouveaux modèles économiques, des nouvelles façons de produire et d'opérer. Ils apportent aussi des nouvelles compétences. Souvent, ils viennent de secteurs différents. Ils ont des réseaux différents aussi, des façons d'aborder la communication, la relation aux consommateurs qui peuvent être différents. Donc, c'est très, très intéressant. Ils ont aussi des besoins spécifiques. Donc, le capital qui ne leur vient pas de leur famille, l'accès à la terre, c'est vraiment un enjeu central. La question des connaissances, c'est-à-dire s'ils sont
viennent pas du secteur agricole, ils ont aussi besoin de se former à la pratique et il y a des questions d'intégration locale parfois aussi. Et leurs motivations sont différentes aussi. On voit le choix d'un mode de vie, d'un style de vie, une tendance à s'impliquer localement plus forte aussi. Il y a une recherche de ce côté-là. C'est des gens qui viennent avec un vrai projet entrepreneurial aussi et des aspirations environnementales et sociales qui sont fortes, comme on l'a déjà dit. Donc, on a eu un focus group sur le sujet au niveau du PEI Agri, au niveau européen, qui a donné naissance, je dirais, aux 3 projets financés dans Horizon 2020 qui travaillent principalement là-dessus. Donc, Newbie et Ruralisation qui sont là aujourd'hui, mais il y a aussi le projet Polyrural. Donc, vraiment un groupe qui a généré beaucoup de résultats et des groupes opérationnels, comme on va le voir ensuite. Donc, les besoins de soutien… Alexia, il te reste 1 minute et demie. 2 minutes, oui, à mon compte, à moi. Voilà, ok. Donc, les besoins de soutien, c'est une panoplie d'outils, comme a dit un petit peu Pascal. C'est un paquet de mesures complémentaires qui soient ciblées sur les besoins. Donc, évidemment, le soutien à l'installation et les transferts de connaissances. C'est les 2 principales sur la gauche là, qui sont citées quand on demande aux gens quels sont les besoins. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a besoin d'un package de mesures qui viennent en complémentarité, fortement ciblées sur les besoins locaux en fonction des problématiques régionales. C'est ce que disent les gens quand on leur pose la question dans le cadre d'une consultation publique. Donc, la bonne nouvelle, c'est que voilà, ça se traduit, il y a une vraie reconnaissance de ce sujet avec le soutien générationnel qui devient un des 9 objectifs spécifiques de la future PAC et qui peut être soutenu de façon beaucoup plus flexible dans le cadre du nouveau système de gestion de la PAC qui se veut plus souple. Et qui permet un meilleur ciblage sur les réalités locales tout en gardant des objectifs forts de performance et d'arriver à des résultats ensemble. Il y a aussi une enveloppe dédiée pour les 2 principaux outils que sont l'aide à l'installation et le soutien aux revenus dans le cadre du premier, donc le soutien aux revenus dans le cadre du premier pilier et ou l'aide à l'installation dans le 2e pilier, avec une augmentation du plafond pour le forfait d'aide à l'installation de 70 000 à 100 000 euros. Et aussi un certain nombre de mesures, de possibilités de conditions préférentielles pour les jeunes agriculteurs au niveau des instruments financiers, y compris pour l'achat de terres. Et il y a beaucoup de ressources sur le réseau européen de développement rural, sur le renouvellement générationnel et comment le soutenir également. Donc rapidement, le PEI Agri est aussi renforcé avec l'approche multi-acteurs qui est tout à fait au cœur. Donc ce que vous avez connu dans cette période, c'est simplement continué et soutenu. Donc ça permet de favoriser la coopération, les innovations dans lesquelles les jeunes, on le voit, sont très présents, les nouveaux entrants aussi, et d'améliorer la production et la circulation des connaissances dans le cadre des systèmes de connaissances, des connaissances agricoles. Et pour finir, donc, je voulais insister aussi sur le fait que les approches territoriales et participatives, elles sont mises en avant fortement dans Horizon Europe. Elles étaient déjà présentes dans la stratégie de recherche et innovation agricole et rurale qu'on a publiée en 2016 à travers les nouvelles ouvertures vers la croissance rurale et l'intérêt pour le capital humain et social. Mais on va plus loin avec notamment des approches sur les laboratoires vivants, sur des thématiques comme l'agroécologie ou le sol, dans le cadre de la mission sur les sols, qui vont se développer avec un fort ancrage territorial. Et une partie du programme de travail d'Horizon Europe, donc dans le cluster 6, la destination 6, qui est sur les communautés rurales, côtières, urbaines, résilientes, inclusives, saines et vertes, où là, on est vraiment dans l'approche territoriale et le point de départ avec l'approche multi-acteurs qui est fortement impliquée et ces approches de co-création et de soutien à l'innovation sociale qui sont très fortes. Voilà. Excusez-moi pour avoir dépassé un petit peu. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Alexia. Quelques questions. Merci pour ce panorama général qui permet de bien planter le décor. 2 questions qui sont arrivées. La première concerne la pyramide des âges et puis justement sur la caractéristique potentiellement de ces nouveaux entrants non issus du milieu agricole. Est-ce que du coup, s'ils sont en reconversion et donc ils ne sont plus si jeunes, donc est-ce qu'il n'y a pas déjà finalement une forme de vieillissement structurel dans aussi ce renouvellement d'une certaine manière? Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui arrive par la suite? Et puis une autre question qui concerne plutôt la PAC et les enjeux de spécialisation des territoires agricoles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là une cause structurelle de ce paysage agricole européen? Merci pour ces questions. Alors, la première me paraît plus un commentaire qu'une question, en fait.
Oui, effectivement, il y a un vieillissement, donc, comme je l'ai dit, qui s'applique à tous les secteurs, à toutes les populations, et un questionnement fort de certaines classes d'âge sur qu'est-ce qu'ils veulent faire et des réflexions sur la reconversion, effectivement. Alors, la difficulté, c'est d'articuler ça avec la question du renouvellement générationnel, où on veut non seulement avoir des nouvelles personnes dans l'agriculture, mais aussi des jeunes quand même. Donc, on garde, je crois, dans la politique agricole, un focus assez fort sur les jeunes qui viennent du cadre familial ou non. Donc là, cette ouverture, elle existe, mais en termes d'âge, il y a quand même un soutien privilégié aux jeunes du fait de la pyramide des âges qui est quand même très préoccupante en agriculture, avec quand même aussi la nuance que voilà, les personnes, les agriculteurs, ils restent sur leur exploitation parce que c'est aussi leur lieu de vie, ils restent chefs d'exploitation longtemps, alors que peut-être ils ne sont plus très actifs, mais officiellement, c'est eux. Donc, il y a aussi des critères légaux, des contextes termes de cas de qui on reconnaît comme chef d'exploitation, c'est ça qui apparaît dans les statistiques, mais la réalité de qui travaille sur les exploitations aujourd'hui peut être un petit peu différente. Les jeunes qui sont avec leur père, leur grand-père, c'est eux peut-être qui font tout le travail, mais ils ne sont pas encore reconnus comme chefs d'exploitation. Il peut y avoir aussi un débat là. Quant à la question sur la politique agricole et la spécialisation, je ne suis pas 100% qualifiée pour répondre à ça. Je crois que c'est un enjeu, c'est une question très, très large, mais c'est voilà, le marché, les tendances poussent depuis des décennies à cette évolution-là. La question, c'est voilà, les forces de marché principales. Donc, qu'est-ce qui peut faire revenir un petit peu en arrière sur cette spécialisation qui parfois a des conséquences environnementales indésirables, on va dire. Je pense que les approches territoriales, là, ont beaucoup à apporter justement, les innovations sociales, les soutiens aux consommateurs, d'autres approches de la transformation, parce que c'est aussi la transformation, l'industrie, le commerce qui demandent des produits standardisés qui sont mieux produits à large échelle. Donc, je crois qu'on est dans le sujet aujourd'hui des solutions qui peuvent permettre de réintroduire. C'est la question qu'on se pose beaucoup dans le partenariat agroécologie, hein, dont je m'occupe aussi, de rediversifier. Entendu. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on poursuive avec William Lovelock pour le projet Ruralisation qui justement va permettre de nous brosser quelques-unes des innovations foncières qu'il a pu étudier dans le cadre de ce projet Horizon 2020. Il y a d'autres questions qui sont arrivées, mais on les prendra pour plus tard, notamment pour discuter autour de la PAC. Donc, ça a permis d'amorcer la discussion, et puis aussi sur les questions des profils, des différents profils justement de ces nouveaux entrants à l'échelle européenne. Est-ce qu'il y a des spécificités nationales? Je la laisse pour Niels, pour la mettre dans sa tête quand on laissera la parole à Newbie. William Lovelock, du coup, une présentation sur les innovations foncières que vous avez pu étudier dans le cadre du projet Ruralisation. Oui, bonjour à tous. Donc, William Lovelock, de Terre de Liens et membre du projet Ruralisation. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui? Très bien. Ok, parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter quelques résultats, parce qu'on va pouvoir juste balayer certains aspects en 10 minutes, mais quelques résultats d'un projet de recherche qui s'appelle Ruralisation. Donc, voici le site internet si vous voulez aller jeter un œil. C'est un projet sur 4 ans qui mêle universitaires et praticiens d'une quinzaine de pays, dont l'objectif est de produire de la connaissance et renseigner les politiques sur les vecteurs de revitalisation des espaces ruraux. Donc, dans ce cadre, on a fait une analyse des pratiques prometteuses concernant l'accès au foncier. On a documenté et analysé 64 initiatives à travers 14 pays. Alors, c'est des initiatives qui ne travaillent pas sur l'accès au foncier en général, mais sur l'accès au foncier en faveur de l'agroécologie, celle que nous avons documentée globalement. Des initiatives, ce qu'on appelle initiatives, là, ça peut être des initiatives très locales ou parfois des initiatives à une échelle territoriale plus importante, parfois qui ne concernent quelques structures et parfois un grand nombre de structures. Donc, très rapidement, à quoi sont confrontées en termes d'enjeux les initiatives que nous avons documentées? D'une part, une forme de concentration du foncier et des marchés qui sont socialement assez fermés en termes d'accès, une déconnexion croissante des prix des terres et de la rentabilité agricole qui est observée notamment depuis 2006-2008, une difficulté de transmission des fermes d'un point de vue économique, mais aussi pour des raisons parfois socio-culturelles,
une potentielle insécurité foncière à travers l'Europe, et notamment dans les pays où la sécurité du bail est très faible, et puis une tentative d'appuyer des systèmes agricoles qui ne reposent pas que sur l'extension foncière de la ferme, avec donc des enjeux territoriaux et des enjeux en termes de profil, parce que la plupart de ces initiatives s'adressent pas exclusivement, mais quand même majoritairement à des agriculteurs donc non issus du milieu agricole, dont Alexia a parlé, qui ont souvent un bagage technique moins important, un capital financier aussi moins important, qui sont souvent moins insérés dans les réseaux locaux. Alors, ils ne partent pas qu'avec des handicaps, Alexia l'a rappelé, ils ont aussi d'autres réseaux exogènes, souvent au milieu agricole, et aussi une aspiration à travailler sur les questions environnementales. Donc, tout ça, ces enjeux, les initiatives y sont confrontées dans des contextes agricoles très différents, en termes de structure agricole, en termes de filières dominantes, en termes de structuration de la demande en produits alimentaires, en termes de foncier, que ce soit au niveau du politique ou de la structure du marché, et en termes de contexte institutionnel, partenariaux et socio-culturels. Ce qu'on observe, c'est qu'elles ont en commun, ces initiatives, de toutes essayer de prendre en charge différentes actions, différentes fonctions, elles les prennent en charge de façon distincte selon les contextes, mais elles les prennent systématiquement en charge, donc des actions qui se situent avant, pendant ou après l'accès au foncier. En amont, elles essayent d'appuyer la question de la formation et du test de l'activité. On va pouvoir pas mal y revenir en observant la question des espaces tests agricoles. Elles essayent de renforcer l'intégration dans le tissu local. Au niveau plus territorial, dans les actions centrées vers le foncier, elles essayent d'organiser l'accès en préservant les terres agricoles, parfois en appuyant des logiques de transformation des documents d'urbanisme. Elles essayent de répertorier les opportunités foncières, de favoriser le transfert en favorisant les relations avec les cédants, etc. Elles essayent aussi d'orienter l'usage vers l'usage des terres, vers un usage durable, multifonctionnel. Donc, en conditionnant l'accès à la terre à travers des appels à candidature sur certains fonciers, en essayant de prioriser certains usagers, et elles essayent de sécuriser l'accès aux terres et aux bâtis pour les fermiers. Donc, par exemple, en proposant de fournir des terres publiques ou en mettant en place un achat collectif et solidaire de foncier à travers des coopératives, des fondations, ou en essayant de travailler sur la sécurisation des baux dans le cas où les baux sont pas assez sécures. Donc, et tentent aussi du portage foncier. En aval, c'est aussi des initiatives qui essayent justement pour rendre pérennes des fermes de petites structures, de favoriser aussi le développement commercial ou d'autres formes d'appui sur la diversification, etc. Alors, on va faire un focus sur le bloc sécurisation de l'accès aux terres et aux bâtis pour les fermiers. Donc, à noter que ces initiatives, parfois, ne prennent en charge qu'un seul de ces blocs, et parfois, justement, pour essayer de faire avancer la question du renouvellement des générations, prennent en charge l'intégralité de ces blocs-là ou essaient de développer des partenariats pour que tous ces blocs soient pris en charge et avoir une action cohérente sur le territoire en faveur du renouvellement des générations et en faveur de l'accès à la terre. Donc, je vais prendre deux exemples, un exemple au Pays Basque et un exemple en Espagne. Et ces exemples illustrent un aspect en fait, de comment en fait, les initiatives se déclinent différemment en fonction du contexte aussi institutionnel local. Et là, je prends l'exemple de comment elles s'appuient ou non justement sur des outils de régulation du marché foncier. En prenant l'exemple français, où là, il y a la possibilité de s'appuyer dans l'initiative sur un outil de régulation du marché qui est la SAFER, qui a un rôle sur la régulation des transferts de propriété. Et après, dans le cas espagnol, où on n'a pas cet outil, et du coup, la démarche a émergé de façon distincte. Donc, pour la France, si on prend le Pays Basque, on a l'initiative Lurzendia, qui s'est développée depuis la fin des années 70, début 80, qui était initialement un groupement foncier agricole qui a permis l'achat d'une quinzaine de fermes. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que c'est tout type de production. Donc, souvent, c'est vrai que dans ces initiatives, il y a une forme de biais maraîcher, c'est-à-dire que le maraîchage est quand même surreprésenté
par rapport aux autres productions. Et là, on a beaucoup d'élevage, etc. Donc, on a vraiment tout type de production. Ce GFA connaissait des limites qui avaient déjà été identifiées par Terre de Liens au sein des GFA. C'est la pérennité des parts quand des apporteurs de capitaux partent, et notamment la faible capacité de collecte aussi au-delà des membres du GFA. Et donc, du coup, a basculé vers une logique foncière, donc une société en commandite par action, pour pouvoir pérenniser et déployer plus largement son action. Ça a permis d'acheter 25 fermes. Elle a créé aussi un fonds de dotation en 2019. Ce qui est intéressant sur cet exemple de l'Urzandia, qui est une forme de foncière terre de liens, mais à un niveau territorial, dans un ancrage territorial fort, et avec une gouvernance territoriale qui mêle, on va dire, fermiers, à travers la Confédération paysanne, consommateurs à travers un réseau des AMAP, et structures d'appui à l'agriculture paysanne dans sa gouvernance. Et c'est une structure qui, comme je le disais, s'appuie sur les outils de régulation et essaye de faire le prix. Le contexte, c'est que le prix des terres a augmenté de presque 30% entre 2000 et 2010 dans cette zone. Donc, elle essaye, l'Urzandia, à travers son réseau, essaye d'observer les transactions agricoles et fait appel à la SAFER et lui demande de faire valoir son droit de préemption avec révision de prix en cas de vente à des prix trop élevés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce fonctionnement marche grâce à une gouvernance justement plurielle et très ancrée territorialement, qui du coup fait fonctionner aussi le droit autour de la régulation des prix. Donc ça, c'est un autre exemple européen. Super, ouais. Oui, donc autre exemple européen en Espagne. Donc là, sur les zones d'Ibiza et Formentera, donc une zone insulaire, une banque foncière qui a été mise en place par les agriculteurs eux-mêmes, agriculteurs bio. Et donc le principe, en fait, enfin le contexte là-bas, c'est que le tourisme très important crée une pression sur les terres, une dégradation aussi parfois sur l'environnement et des formes de spéculation sur le foncier. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, pour éviter aussi l'abandon de terres, des fois, parfois, à travers la spéculation, remettre en culture des terres abandonnées, faciliter le renouvellement des générations et revitaliser l'activité agricole. En gros, cette banque foncière joue le rôle de médiation entre des propriétaires ou des cédants, futurs cédants qu'elle a identifiés, et créer des formes de contractualisation avec des candidats à l'installation, avec un modèle de contractualisation qu'elle a trouvé. Et donc là, par rapport à la question du mode opératoire… Une minute, William. Pardon ? Il te reste une minute. Oui, pas de souci. Donc, en fonction du mode de régulation du foncier, on note que là, l'initiative s'est plus directement adressée aux propriétaires directement, sans forcément s'appuyer par des régulations institutionnelles. Donc aujourd'hui, ça a permis 5 contractualisations sur une 50aine d'hectares avec une initiative qui là aussi travaille sur les différents blocs du parcours foncier que j'ai évoqué juste avant. Elle fait aussi des formations en amont et elle fait de l'appui à la commercialisation et notamment à travers une coopérative. Donc voilà, donc les différents blocs sont pris en charge dans une logique d'action cohérente à tous les niveaux. Donc, les constats transversaux, et c'est ma dernière diapo, qui ressortent de l'analyse de toutes ces initiatives, c'est la question d'une part de la centralité du type de foncier concerné, c'est-à-dire le contexte, le type de propriétaire, public ou privé, le type d'agriculture qui est déployé sur ce foncier, ou la distance sociale entre ceux qui ont l'usage de ce foncier et les initiatives a une incidence sur ce qui va être déployé. C'est vrai qu'on voit que souvent, ces initiatives, et notamment dans leur démarrage, arrivent plus à s'adresser à des réseaux amis, par exemple le réseau des agriculteurs biologiques ou le réseau des agriculteurs biodynamiques, et pour aller toucher d'autres formes de foncier, elles doivent déployer des partenariats qui augmentent en complexité et aussi qui demandent des fois une forme d'institutionnalisation un peu plus importante. Il y a du coup de ce fait, dans cette difficulté à atteindre certaines formes de type de foncier, une surreprésentation des terres publiques, ça représente 20% des initiatives qui sont documentées, et notamment en milieu urbain, où c'est parfois un peu la seule forme de foncier qu'on arrive à mobiliser pour accueillir ces non-issus du milieu agricole. Donc, il y a tout un travail sur une réduction de la distance sociale entre acteurs. Et voilà, on a l'exemple de la SIAP aussi, par exemple, qui est un espace test agricole qui travaille énormément sur l'intégration locale
pour que justement cette question foncière qui est profondément sociale, voilà, puis les gens puissent bénéficier d'accès à l'information et aussi d'une augmentation de la confiance entre acteurs pour assurer des transferts d'usage. Dernier point, on voit aussi qu'il y a une forte nécessité d'agir en priorité sur le capital humain, le capital social à travers des formations, des sensibilisations, des nouvelles formes de coopération, notamment pour deux raisons. D'une part, parce que ces initiatives, souvent issues de la société civile, intègrent une nouvelle communauté d'acteurs dans la gouvernance du foncier, et donc du coup implique de former ces acteurs sur ces questions très complexes. Et par ailleurs, ces innovations ont une portée systémique, elles ne se concentrent pas que sur la seule production agricole, mais aussi sur les questions de création d'emplois, de gestion des ressources naturelles, de cohésion sociale et territoriale, et si bien que ça amène des fois un travail de transversalité qui n'existait pas forcément, par exemple dans les collectivités quand elles rentrent dans une logique partenariale sur ces initiatives, et aussi il y a cette question d'articuler toutes les briques du parcours foncier qu'on a évoqué entre elles, qui implique une très grande transversalité, des nouvelles formes des nouvelles manières de travailler. Et en moyenne, 11 partenaires actifs par initiative documentée, ce qui est assez important, qui montre voilà, l'importance de cette approche multipartenariale dans ces logiques. Voilà, je m'arrête là. Alors, merci beaucoup, William. Alors, a priori, je n'ai pas vu de questions. On a 1 minute, là, peut-être, je vais te poser une question sur un exemple qui serait peut-être issu du nord de l'Europe, puisque là, nous avons un exemple français, espagnol, peut-être quelque chose d'assez dépaysant, voilà, qui te viendrait à l'esprit dans un pays avec une culture très différente. Ce qu'on peut noter dans le Nord, et peut-être que Short aussi pourra en parler après, c'est que des fois, les alliances, ce qu'on note dans le Nord, c'est que les alliances, on va dire, entre acteurs qui ont permis l'émergence d'une société civile structurée pour travailler sur cette question du foncier, parfois ne sont pas les mêmes que celles qu'on a pu observer, par exemple en France, en Espagne ou en Italie. Et il y a souvent des alliances entre acteurs qui sont dans des préoccupations environnementales fortes, donc associations environnementales, associations naturalistes, qui du coup voilà, articulent leur partenariat et qui donc doivent développer aussi une interconnaissance avec le monde agricole pour travailler sur ces questions. Donc ça, c'est un peu un aspect voilà, général. Et après, ce qu'on note aussi dans le Nord, globalement, si on prend le cas de l'Angleterre, voilà, les formes de régulation du foncier, on le disait, sont aussi très, très différentes. Et par contre, on a aussi, des fois, en Angleterre, par exemple, on a une tradition de la ferme communale. Donc, on a aussi des terres publiques qui sont, et des fermes qui historiquement, avaient été faites pour aussi accueillir potentiellement d'autres fermiers. Et là, il y a tout un travail qui est mené par nos collègues anglais, notamment les collègues de Shared Assets, où ils essayent du coup de se poser la question, toutes ces fermes, donc qui ne sont pas juste des terres publiques, mais carrément des fermes communales, voilà, comment on fait en sorte que ces fermes répondent à la diversité des enjeux qu'on peut avoir au niveau territorial, et elles essayent voilà, que ce ne soit pas juste des fermes de passage, mais que ce soit des fermes exemplaires, et qui ait une dimension un peu de transformation aussi des rapports locaux avec l'agriculture, enfin des acteurs locaux avec l'agriculture. Merci William. Donc on a 2 questions. Bon, est-ce que ces initiatives concernent que l'accès dans le cadre de l'agriculture biologique? Je peux répondre que non, on a connaissance d'autres. Et dans l'exemple espagnol, de savoir quelle c'est la source de financement de ces banques foncières. Je propose qu'on y revienne par exemple en atelier ou à la fin de notre plénière pour garder ce rythme et garder le temps d'échange à la fin des 4 présentations. Donc, je passe la parole tout de suite à Nils Maurice, qui est animateur du réseau Reneta, réseau d'espace test, et qui est partenaire français du projet européen Nubi. Bien, merci. Bonjour à tous. Zoom me dit que j'ai une connexion instable, ce qui est la première fois que ça m'arrive, évidemment. Donc,
Au cas où, c'est possible que ça donne des respirations dans ma présentation, donc ne vous inquiétez pas, je reviendrai rapidement, mais prévenez-moi si ça arrive. Voilà, donc moi, donc Niels Morris, donc j'ai le plaisir d'animer le réseau des espaces tests agricoles, le RENETA. Donc juste un mot pour situer le RENETA, parce que c'est pas forcément une organisation qui est connue de tout le monde. On est en fait un réseau national qui œuvre pour la promotion et le développement du test d'activité agricole en France, dans le but de faciliter l'installation. Et de cette manière-là, en fait, on rassemble un très grand réseau. En fait, on se présente comme un réseau de professionnels, de praticiens, donc d'accompagnateurs, de formateurs, d'animateurs associatifs, d'agents de développement, qui, en fait, au quotidien, mettent en œuvre et rendent possible la possibilité de se tester en agriculture. Et donc, de fait, une très grande diversité de structures compose notre réseau. Organisation de développement agricole, établissements de formation, coopératives d'activité d'emploi, couveuses et collectivités également. Donc, voilà. Donc, c'est important de poser effectivement, de nous repérer là-dedans, parce qu'effectivement, donc notre public qui passe par les espaces tests sont effectivement ce profil de nouveaux entrants. Et donc, ce qui explique effectivement notre implication dès le départ dans le focus group qu'a évoqué Alexia tout à l'heure, donc pour justement essayer de caractériser quels étaient les profils, quels étaient les problèmes, en fait, en gros tous les constats qui a été, enfin, ce qu'a déroulé Alexia tout à l'heure, en fait, bah, c'est effectivement ce qu'on vit au quotidien, nous, dans le réseau. Et donc, ce focus group, effectivement, ça a été un peu le point de départ du projet Newbie, donc Newbie pour New Entrant Network, Business Model for Innovation, Entrepreneurship and Resilience in European Agriculture. Ça, c'est pour l'accent. Vous pouvez le dire par vous-même. Du coup, ce qui n'empêche pas de partager, avec un accent comme ça, de participer à un projet européen quand même, ça n'empêche pas. Bref. Je passe. Ah oui, alors je n'ai pas passé la slide. Tac. Voilà. Donc, Newbie, le principe de ce projet, en fait, c'est deux objectifs. Donc, pour poursuivre finalement les réflexions qui ont été partagées dans le focus group, à savoir rendre visibles les nouveaux entrants, de toutes ces personnes qui créent, qui entrent dans le milieu agricole, c'est les rendre visibles aussi les innovations qu'elles portent, les nouveaux modèles économiques. Donc ça, c'est un des grands piliers de ce programme. Et aux côtés de ça, c'est améliorer le soutien et l'accompagnement de ces projets-là, pour leur permettre effectivement de lever tous les freins, notamment qu'on a pu évoquer sur les accès au foncier, l'accès au financement, l'accès à la connaissance, qui sont effectivement souvent des freins constatés. Newbie, c'est 10 partenaires, 10 organisations donc issues de 9 pays, principalement des instituts de recherche. On est sur un projet Horizon 2020. Que ce soit l'université de Wageningen en Pays-Bas, le James Hutton Institute au Royaume-Uni, l'université d'Evora, mais aussi des acteurs de l'accompagnement, donc des acteurs qui sont en contact au quotidien avec les nouveaux entrants. Donc le RENETA, nous-mêmes, le Teagasc, qui est un organisme d'accompagnement en Irlande assez proche, on va dire, de ce que pourrait être la Chambre d'agriculture. Et puis aussi des couveuses d'entreprises, donc c'est le cas en Bulgarie, une couveuse d'entreprise agricole. Et enfin, un réseau de jeunes agriculteurs en Allemagne, assez proche en fait finalement des JA qu'on connaît en France. Voilà, donc c'est ces partenaires qui se rapprochent. On a 4 axes de travail. L'activité se développe à 2 niveaux. Essentiellement, en fait, on travaille à un niveau national. En fait, chaque organisation développe les activités de Newbie dans son propre pays. Donc, dans cette situation, nous, en France, le travail est en fait de réaliser déjà un état de l'art du système, notamment du parcours à l'installation, du profil des candidats qui veulent entrer en agriculture.
et puis de réaliser des études de cas. On a réalisé une dizaine d'études de cas à partir de parcours de personnes ayant créé ou repris une activité agricole. Et donc pour certains, la réalisation aussi de vidéos qui témoignent de leur parcours et de leurs difficultés aussi d'accéder au métier. Un axe aussi sur l'organisation d'ateliers d'échange de pratiques et d'expériences. Et donc ça, c'est l'idée effectivement de faire réseau avec les organisations d'accompagnement. Et donc on partage nos travaux avec les différents partenaires qu'on retrouve en France. L'organisation donc de séminaires sur ces thématiques. Et puis le repérage d'initiatives intéressantes à partager, donc à l'échelle nationale, mais aussi européenne, que ensuite on compile au niveau européen. Et donc à partir de là, donc au niveau européen, effectivement, il y a une compilation des travaux qui permettent en fait de mettre en perspective finalement les spécificités de chaque pays, mais je vais donc y revenir ensuite. Donc, on organise des conférences aussi annuelles qui réunissent les partenaires et ouvertes aux acteurs de la recherche et des acteurs de l'installation, mais aussi aux nouveaux entrants. Donc, pour nous, l'intérêt en fait d'un projet comme Newbie, c'est finalement, je peux l'illustrer en fait à travers les thématiques de travail qui finalement en fait un des premiers chantiers en fait du projet quand on a démarré en 2018, ça a été justement de lister un petit peu toutes les problématiques liées en fait aux nouveaux entrants. Et en fait, c'était relativement simple et en fait, on se retrouvait tous sur ces problématiques. Elles ont déjà été citées, hein, l'accès au foncier, l'accès au financement, l'accès à la connaissance. Ça, en fait, les enjeux, ils sont relativement communs et on les retrouve effectivement partout dans chaque pays. Par contre, ce qui est intéressant, en fait, c'est à travers ce travail de Newbie, c'est pas tant finalement les livrables ou les résultats, enfin en tout cas les initiatives qui sont trouvées, mais c'est plutôt le processus en fait de recherche, de voir qu'est-ce qui sous-tend en fait ces enjeux. Et c'est là où en fait effectivement on s'aperçoit des spécificités nationales. L'exemple le plus probant, c'est sur l'accès au foncier. Alors évidemment, on est sur des contextes juridiques très différents, mais derrière ça, par exemple en France, quand on a accueilli une délégation des partenaires qui sont venus voir en fait ce qui se faisait en France, parce que c'est une partie intégrante de Newbie, en fait, quand on leur a présenté que l'accès au foncier est très régulé en France, il est aussi très sécurisant pour les agriculteurs. On a une institution comme la SAFER qui joue un rôle quand même important. En fait, on a été face à leur incompréhension qu'on pouvait encore avoir des problèmes en fait sur l'accès au foncier, et finalement avec tous les outils dont on disposait. Et en fait, finalement, ce que je veux illustrer par là, c'est pas tant finalement les outils qu'on met en place qui sont intéressants, c'est quelque part, ça révèle quelque part des choses qui pour nous sont évidentes. On a des problèmes sur l'accès au foncier. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de choses vues d'un regard candide extérieur qui pour nous sont évidentes et qui nous obligent en fait à les rechercher effectivement derrière quel est le problème. Et c'est vraiment ça en fait l'intérêt, je trouve, d'un projet comme Newbie ou d'un projet de partenariat européen. C'est qu'avant d'aller aux solutions, il faut déjà creuser le problème derrière les enjeux. Et ça nécessite de l'expliciter. Et effectivement, quand on est face à la compréhension des personnes qui viennent nous voir sur ça, en fait, il faut effectivement se replonger dans le contexte et dans la façon de raisonner. Donc, c'est bien le processus qui est intéressant. Nils, il reste 2 minutes pour présenter les cas européens. Voilà, et je vais m'attarder 1 minute sur l'un, 1 minute sur l'autre, comme ça au moins ça sera très clair. 2 illustrations en fait qu'on travaille dans Newbie, donc une initiative qu'on a pu rencontrer justement, donc là pour illustrer en quoi finalement quand même aller voir les initiatives d'extérieur, ça permet quand même à terme de créer des liens. Je vais parler de la coopérative Minga, donc qui se situe au Portugal. On est dans l'Alentejo, dans la moitié sud du Portugal. C'est une coopérative qui est née en fait du constat de la difficulté en fait pour des producteurs, mais des micro-producteurs, en fait, des gens qui n'avaient même pas de statut pour commercialiser leurs produits, en fait. Enfin, il faudrait dérouler le contexte portugais. Mais du coup, la difficulté d'accéder à un marché et aussi à un statut, donc de leur permettre de commercialiser leur production. Et donc, la coopérative est partie de la création d'un magasin de producteurs, hein, simplement, mais qui offrait aussi un statut légal, en fait, aux personnes.
Et voilà, ça existe depuis 2015, et en fait, on se rend compte qu'au fil du temps, la coopérative a occupé une place qui était occupée par personne, à savoir de l'accompagnement à l'installation. Parce que, au-delà de la commercialisation, c'était toute la question de comment j'accède au métier, comment j'accède à la terre, comment je gère une entreprise. Et effectivement, la coopérative Minga, en fait, finalement, de fil en aiguille, par rapport à ses besoins, a développé toutes sortes d'actions autour du développement de la filière, autour aussi du conseil et de l'accompagnement à la création d'activités. Et ça, cette initiative, finalement, ça fait beaucoup écho aux espaces tests, et notamment en fait à certaines organisations qui composent notre réseau, qui sont les coopératives d'activité et d'emploi, qui elles-mêmes en fait essayent de réfléchir en fait à des nouvelles formes d'installation et des nouvelles façons d'exercer l'agriculture. Et donc là, en fait, la visite s'est conclue par l'idée que à terme, il fallait qu'on crée des liens, parce que au-delà de contextes juridiques différents, on avait aussi des problématiques communes à partager entre partenaires. Et donc, j'espère qu'il me reste encore 1 minute pour la dernière diapo, qui était plutôt en fait d'aborder la question des modèles économiques. Et effectivement, du coup, revenir à la fois sur le profil tel que l'avait un peu évoqué de manière générale Alexia, et plutôt la question du coup soulevée par Damien ensuite sur est-ce qu'il y a des profils différents et des contextes différents. Donc oui, en fait, ce que nous, on observe, alors encore une fois, on a réalisé une centaine d'études de cas du coup à l'échelle du projet. Là, vous avez une carte et vous pouvez y accéder en fait sur le portail Newbie. C'est pas exhaustif, c'est pas scientifique, hein. Nous, c'est aussi le principe de Newbie, c'est vraiment de partir des histoires personnelles et des trajectoires de chacun. Donc, on repère effectivement le commun, effectivement des personnes qui créent leur activité après un haut niveau d'études, souvent en reconversion professionnelle, sur des activités en fait où il y a une envie de maîtriser toute la chaîne de valeur, on va dire vraiment un profil d'entrepreneur aussi, pas de regarder uniquement la production agricole, mais de voir finalement l'entreprise comme un tout, à savoir la production, la commercialisation et aussi la gestion de l'entreprise. D'être dans un esprit aussi de développer, on va dire, de se diversifier, toujours en lien aussi dans le territoire vers lequel en fait on est ancré. Donc tout ça, c'est commun. Par contre, là où on va voir de la différence, et c'est là où en fait la culture, on va dire, imprègne en fait, on va dire, la façon d'entreprendre, et ça va se retrouver dans les discours, dans la façon de parler, dans les motivations par exemple. Alors c'est vrai qu'en France, on voit beaucoup en fait aujourd'hui on va dire, cet engouement pour l'agriculture dans une perspective de reconversion professionnelle, pour trouver sens en fait à son métier, retrouver, on va dire, un métier manuel avec des valeurs, des choses comme ça. Donc certes, on le retrouve aussi ailleurs, mais dans certains pays, et notamment la Bulgarie, la motivation, en fait, elle vient surtout en fait de revenir et de créer de la valeur dans son pays, et de pas et pour travailler, de ne pas être obligé justement d'aller travailler à l'étranger. Et la motivation, elle va plutôt se situer sur créer de la richesse là où on est, et créer de l'emploi aussi. Ça, c'est des choses qui ressortent. Donc les motivations, la façon de concevoir l'entreprise, le rapport à la technologie aussi, il va être un petit peu différent. On a vu des choses effectivement aux Pays-Bas sur la technologie de pointe, effectivement des entreprises où la personne, le chef d'entreprise se pose plus comme un commerçant, enfin un commercial, quelqu'un qui fait du commerce en fait, dont l'activité agricole est une base, mais il ne se situe pas agriculteur. Donc c'est la manière aussi de se situer qui va varier. Voilà, j'avoue que je pourrais en parler plus, mais je sens que j'ai plus. Alors moi, je te propose une chose. Damien va proposer une question pour une réponse. On reviendra sur ces projets peut-être à l'issue de leurs travaux. On fera peut-être un webinaire flash avec uniquement des présentations. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui, mais c'est vraiment pour vous donner un avant-goût, vous intéresser à ces projets, et nous reviendrons plus largement lorsqu'ils auront terminé. Damien ? Oui, non, peut-être juste une question par rapport à Newbie qui est arrivé justement plus spécifiquement. Est-ce qu'il y a la possibilité de dénoncer des bonnes pratiques ou des innovations? J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont en tête certaines innovations ou idées et qui pourraient suggérer. Alors, on pourrait leur demander d'ailleurs de préciser cette idée d'Agri. Mais en quoi comment est-ce que vous êtes en lien avec les fermiers, les paysans?
Alors, les initiatives, ça serait difficile d'en citer en particulier. Je pense, enfin, pour approfondir ça, moi, je vous renvoie au portail européen de Newbie, dans lequel il y a une carte, effectivement, où on présente en fait les fiches initiatives. Et c'est intéressant d'aller se perdre justement dans cette centaine d'études de cas, parce que c'est ce qui fait effectivement voir un petit peu là où il y a du commun et là où il y a de la différence. Donc voilà, je ne réponds pas directement à la question parce que c'est sortir un modèle parmi d'autres, voilà, c'est peut-être trop vague. Par contre, prenez le temps d'aller voir, c'est en ligne, c'est sur notre portail, vous avez l'adresse qui s'affiche et voilà. Très bien, merci. Du coup, on peut peut-être poursuivre avec Sandrine Clément, avec une parole un peu différente, en tout cas positionnée différemment, qui donc est directrice de l'agriculture et de la forêt au Conseil régional de la région Centre-Val de Loire, pour justement avoir un autre regard un peu complémentaire sur comment est-ce que, en tant que conseil régional, on se retrouve face à ces problématiques et comment est-ce qu'on tente de les répondre en trouvant des ressources ici ou là, dont justement, notamment au sein de ces projets et du pays ou des différentes ressources du réseau rural. Sandrine Clément, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je ne vais pas me présenter, ça vient d'être fait, mais simplement vous dire que donc, le Conseil régional Centre-Val de Loire, c'est la région Centre-Val de Loire qui commence avec les plaines de Beauce et qui descend jusque dans le Berry. Donc, c'est une région à 6 départements autour d'Orléans. Dans cette région, pour ce qui est du renouvellement des générations en matière agricole, ce qui a été dit en introduction par Pascal Riccoboni, s'applique à la région Centre-Val de Loire. On a une vraie problématique de taux de renouvellement des générations. En gros, 35% de renouvellement des générations avec des nouveaux installés de moins de 40 ans. Vous voyez, c'est la barre rouge qui est complètement à droite du schéma. 55% si on prend toutes les installations, mais y compris des épouses qui prennent la succession de leur époux pendant 2-3 ans. Donc, on voit bien que le 55%, il n'est en réalité pas trop fiable. Par contre, ce qu'on voit également dans cette étude que JA Centre-Val de Loire a conduit pour nous dans les discussions pour le nouveau FEADER avec les données de la MSA, c'est qu'on a des différences très grandes entre filières, Pascal l'a dit aussi en introduction, et en particulier des différences très grandes dans la part des plus de 40 ans en fonction des filières et des projets. Donc nous, au milieu de tout ça, avec les compétences du Conseil régional en matière de deuxième pilier de la PAC, en matière d'économie, d'aménagement du territoire, on a souhaité à la fois apporter des réponses systémiques sur la question de l'installation et du renouvellement des générations, et plus particulièrement dans le cadre du FEADER, donc du programme de développement rural, on a travaillé différents axes. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un exemple qui est issu du partenariat européen pour l'innovation, donc une mesure FEADER, qu'on a créé en Centre-Val de Loire en partant d'un travail de découverte entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on a essayé d'identifier les besoins des bénéficiaires de notre territoire en matière d'innovation dans la sphère agricole, agroalimentaire et forestière. On a essayé de poser une définition de l'innovation qui était une innovation qui pouvait être à la fois technique, organisationnelle, autre. On a essayé également de définir les axes sur lesquels cette innovation devait porter dans notre région. Et justement, le projet dont je vais vous parler là, il relevait du deuxième axe de notre PEI qui visait à promouvoir des nouvelles formes d'organisation pour permettre de s'adapter à un marché spécifique et ou répondre à des enjeux d'emploi sur le territoire. Donc, on était là vraiment dans un objectif d'innovation par l'organisation. Et je vais vous parler spécifiquement d'un projet qui est intéressant à 2 titres. Il est intéressant parce que c'est le cœur du sujet aujourd'hui de ce webinaire. Et il est intéressant aussi parce qu'en fait, comme il date de 2016, on a maintenant le résultat de l'innovation. Le PEI, on est censé en 3 ans apporter une réponse concrète à une problématique qui a été identifiée. Donc, je vais juste départager mon écran de façon à vous montrer la vidéo du projet que je souhaitais vous illustrer aujourd'hui et qui s'appelle le stage paysan créatif porté par l'Ardéar et donc qui a été financé par le FEADER et la région. Je laisse la vidéo, ça fait 2 minutes 30, vous allez voir, c'est très court. Les haricots qu'on a ramassés à l'autochargeuse hier, on va pouvoir les battre, les passer dans la machine. François, 39 ans, est en immersion professionnelle. Cet ancien charpentier
a choisi une reconversion à la campagne en Indre-et-Loire. Son projet, devenir paysan boulanger dans le sud Touraine. Mais avant de s'installer, il est en stage chez Vincent, agriculteur bio, 20 cultures différentes, 2 ateliers de transformation, de la vente directe, une formation diversifiée et accélérée. Ça lui a permis de voir, je pense, une diversité de choses, une diversité de cultures. On ne peut pas se lancer sans être sûr de comment on va travailler. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est possible? Ça permet déjà de voir ça. Me remettre le pied à l'étrier, pour moi, c'était indispensable, quoi. Et je pouvais pas concevoir monter une ferme sans avoir eu cette expérience-là. Ça a été précieux, ça. L'accompagnement proposé à François pour ce projet européen innovant est également théorique. Émilie, éleveuse de chèvres, est devenue sa meilleure conseillère. Chaque semaine, chez François, dans sa ferme boulangerie encore en chantier, elle décrypte le budget, les prévisions de production, bref, un accompagnement à la carte. Lui apporter mon expérience pour que ça puisse être plus facile pour lui dans ses différentes démarches, ne pas oublier de prendre certaines choses en compte dans son prévisionnel, dans ses chiffres, pour éviter de se retrouver confronté à des problématiques que j'ai pu moi-même rencontrer. Et c'est très important d'avoir ces moments de retour un peu sur mon travail et ça me relance sur ce qui va venir, quoi. Marie-Pierre Auvray pilote ses projets de stage paysan créatif, 12 cette année en région Centre-Val de Loire. Elle organise des sessions de formation complémentaires pour les candidats à l'installation et l'objectif, c'est de favoriser, optimiser l'installation. Accueillir des gens qui ne sont pas issus du milieu rural et faire en sorte qu'ils s'installent. Ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'il y ait des gens dans les territoires, que les campagnes se vident pas. Et l'innovation, c'est aussi d'aller à contre-courant, parce qu'aujourd'hui, le courant, il n'est pas dans ce sens-là. Le budget total du projet sur 3 ans, c'est 178 000 €, cofinancé par l'Europe à hauteur de 80% et la région Centre-Val de Loire 20%. À Sazilly, il va cultiver des céréales, produire de la farine et du pain, privilégier la vente directe. Le but de l'opération, c'est effectivement de pouvoir vivre d'un travail passion, s'implanter dans un territoire, vivre en réseau, valoriser ses cultures, c'est l'avenir. Pour François, le soutien financier, pratique théorique, s'achèvera dans 1 an. Mais le futur paysan boulanger est déjà prêt à se jeter dans l'aventure pour aller au bout de son rêve. Voilà. Donc, vous avez eu là l'exemple d'un des stagiaires de ce stage paysan créatif. Alors, pour en revenir à ce que je vous disais, partenariat européen pour l'innovation, on était là en réalité, je repartage mon écran pendant que je vous parle, voilà. On était là en réalité dans un dispositif qui existait ailleurs en France. Simplement, ce dispositif, dans notre région Centre-Val de Loire, il n'y avait pas d'éléments pour qu'il puisse émerger facilement. Il n'y avait aucun historique et aucune base qui permettait d'accélérer la diffusion dans notre région. Et le partenariat européen pour l'innovation, il a permis ça. Donc, on était là dans le cadre tout à fait prévu à cet effet. On pouvait financer des innovations de rupture. On pouvait aussi financer des innovations qui étaient des nouvelles choses dans un territoire, même si elles existaient ailleurs. Et c'était le cas de ce projet. Un partenariat donc autour de l'Ardéar avec la maison familiale de l'Orléanais, l'association Terre de Liens, et puis donc des objectifs à la fois de proposer des moyens concrets et pratiques à des porteurs de projets un peu atypiques pour mettre en œuvre leur projet d'entreprise agricole, et en étant sur tous les aspects, c'est-à-dire techniques, économiques, humains, et également sur leur insertion sur le territoire dans lequel ils s'installent. L'idée, c'était d'aller chercher toutes les ressources extérieures à la mise en œuvre du projet. Le PEI qu'on a choisi de financer à 100% dans notre région permettait vraiment de lancer tout ça et puis d'analyser l'environnement sur place pour qu'il y ait cette intégration dans le territoire. Voilà, donc ça c'était le projet PEI, sachant qu'il s'adressait à des demandeurs d'emploi. Donc la région, en plus de financer le PEI, a mis en place le financement des stagiaires de façon à ce que pendant l'année du temps du stage paysan créatif, ils puissent asseoir ce nouveau modèle de formation. Donc ça, c'est le cœur du sujet. Maintenant, si on essaye de regarder au bout de 3 ans, là où le partenariat européen, pour nous, il a vraiment répondu à ce qu'on en espérait, c'est qu'on a donné quelque part 3 ans à l'Ardéar et aux partenaires autour de l'Ardéar du groupe opérationnel pour transformer l'essai. Et quelque part, à la fois s'inscrire dans le paysage agricole de la région et s'inscrire aussi dans d'autres sources d'accompagnement de la région. Le PEI, c'est 3 ans et c'est terminé. Au bout de 3 ans, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le stage paysan créatif, il a pris sa place dans tout un environnement pour accompagner l'installation dans l'agriculture qui s'est structuré, et en partie grâce à cette dynamique
pas uniquement, mais ça en a fait partie. Et du coup, quand on voit de l'émergence du projet jusqu'au post-installation, aujourd'hui, le stage paysan créatif, il est quelque part dans un parcours, alors porté par le réseau Ardéar, mais qui ne s'adresserait pas que au réseau Ardéar d'ailleurs, si on le souhaitait, et y compris avec d'autres éléments, les tests d'activité. Donc, les réseaux des espaces tests ont été mis en relation et en articulation avec le stage paysan créatif. Une coopérative d'installation en agriculture paysanne dans cette dynamique a été créée de façon à pouvoir financer, y compris les stagiaires qui étaient plutôt en élevage et qui n'avaient pas capacité à fournir l'investissement nécessaire au début. Et puis surtout, ça s'est inscrit tout ça dans tout le parcours jusqu'à l'accueil de personnes qui ont un vague projet de s'installer, jusqu'à l'accompagnement post-installation. Donc au bout de 3 ans, je dirais que l'essai il a été transformé. Dans notre région, le stage paysan créatif, il a toute sa place. En matière d'accompagnement par le conseil régional, le PEI, il est terminé aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout ce parcours, il s'inscrit pleinement dans d'autres outils qui ont un fonctionnement plus régulier, sur du long terme. On voit que tout l'aspect émergence, construction du projet est accompagné par nos dispositifs et en particulier nos aides à l'installation, transmission, qu'on met en place dans un appel à projet conjoint avec la DRAF de façon à avoir une intervention complètement coordonnée entre les financements AITA, ça s'appelle pour côté ministère, et les nôtres. Donc, ça prend en compte une grosse partie de ce parcours. Le stage paysan créatif lui-même, il a pu répondre maintenant à notre appel à projet pour le financement de la formation professionnelle. La coopérative d'installation en agriculture paysanne est financée par nos dispositifs d'aide à l'économie sociale et solidaire. Et puis les tests d'activité sont reprises pour partie dans l'installation transmission avec les aides de l'agriculture et pour partie dans d'autres types d'aides plus territoriales. En tout cas, on voit que maintenant, au bout de 3 ans, le paysage institutionnel peut continuer à accompagner cette dynamique. Donc, pour en conclure, parce que moi aussi je suis en train de faire un peu trop long, on en a quand même tiré un certain nombre de leçons, alors de ce projet-là et d'autres. Pour le futur programme FEADER, 2 types de leçons qu'on a pu en tirer. S'agissant de l'accompagnement et du renouvellement des générations, donc ça reste, vous voyez, c'est le petit tableau à droite, là, la responsabilité des conseils régionaux, donc l'installation reste dans nos compétences, en particulier la DJA vient en plus. Donc on a construit là la future fiche du FEADER sur l'installation. Et en fait, partant de tout ce que je viens de vous montrer, on n'a pas du tout construit une fiche DJA à ce stade. On a construit avec tous nos partenaires régionaux une future politique de l'accompagnement de l'installation et de la transmission en Centre-Val de Loire, en s'appuyant sur les acteurs de ce projet, mais aussi le réseau des chambres, les JA, la SAFER. Et finalement, la DJA ne sera qu'une déclinaison de cette nouvelle politique qu'on a essayé de construire avec nos collègues de la DRAF, et qui posait le renouvellement dans toutes ses dimensions. Donc la DJA, ce sera qu'une brique, alors une brique qui vaut cher en termes financiers, mais ça n'est qu'une brique. Et on voit bien qu'on aura autour de l'accompagnement des cédants, la commission régionale foncier que Terre de Liens anime pour nous dans notre région, et que c'est tout ça qu'on a mis sur la table pour construire le PSN. Et puis pour vraiment en finir cette fois sur le volet innovation et construction du futur partenariat européen pour l'innovation, ce que cette période de programmation nous a appris, c'est que cette démarche ascendante qu'on avait fait le choix de conduire dans notre région avec notre agence régionale de l'innovation, c'est là-dessus qu'on va à nouveau construire la prochaine génération de notre partenariat européen. On a pour l'instant construit en partant de l'expérience des groupes opérationnels actuels et on élargira notre appel à projet vraiment en 2021-2022, parce que là, je vous parle pour 2023, en repartant à nouveau des besoins de nos territoires et de nos acteurs. Donc, dans une démarche à nouveau ascendante qui a, à notre sens, bien marqué et bien réussi dans notre pays actuel. L'élément vraiment nouveau à la fois sur l'accompagnement et à la fois sur l'innovation par rapport à 2014, et je vais vraiment en finir là-dessus, c'est la place que prend maintenant dans ces réflexions la politique qu'on accompagne sur la dynamique des projets alimentaires territoriaux. On est dans une région où on était très en retard là-dessus, on n'a aujourd'hui encore que 2 PAT qui sont reconnus par le ministère de l'Agriculture. Par contre, ce qu'on voit, c'est quasiment la totalité de nos territoires sont dans une dynamique de construction d'un PAT. Donc, cette dynamique territoriale, elle doit absolument faire partie des réflexions sur l'installation, des réflexions sur la façon dont on accompagne les innovations dans notre région. Voilà, j'en termine là-dessus, j'étais un petit peu longue.
Mais je souhaitais vous passer la vidéo. Voilà. Alors, merci beaucoup Sandrine, on a effectivement un peu dépassé. Une question, y a-t-il une reconnaissance des compétences acquises par le nouvel installé qui était dans le parcours accompagné par le groupe opérationnel? Oui, absolument. Oui, absolument. À l'issue de l'année, c'est un stage sur une année complète et effectivement, à l'issue, sur la partie un peu théorique, il y a cette reconnaissance. Mais le stage paysan créatif, on s'adresse à un public qui est parfois très diplômé et qui manque surtout de pratique et d'ancrage territorial. Donc, c'est vraiment l'aspect tutorat avec un agriculteur qui n'est pas de la filière sur laquelle il s'installe et l'ancrage sur le territoire qu'il a choisi pour s'installer qui finalement est le cœur de ce projet-là. Et il y a effectivement une reconnaissance à la fin. D'accord. Autre question sur la totalité là, des personnes que vous avez accompagnées. Quels sont les retours en termes de viabilité économique, de pérennité de l'exploitation? Alors, la première promotion, l'exemple qu'on a vu dans le film, c'était la première promotion. Donc, il y a eu derrière quasiment tous les projets se sont concrétisés par des installations, donc un taux de concrétisation des projets excellent. Et a priori, à ce jour, ils sont tous encore là. Mais c'était il y a très peu de temps. Hein. On parle de quelque chose d'il y a 3 ans. D'accord. Une question, préciser le sigle ARDEAR. Est-ce que ça relève du conseil régional? Je ne crois pas, mais si tu peux. Alors, je ne saurais pas vous dire ce que veut dire ARDEAR. C'est en tout cas une association. C'est une association qui porte des objectifs d'agriculture paysanne et toutes les dynamiques d'installation. Je vous laisse regarder sur Google ce que ça veut dire lettre par lettre. Ouais, ce sont les associations régionales pour les développements des emplois agricoles et ruraux, si je ne me trompe pas. Alors, je suis désolée, j'ai vu que le temps a vraiment passé. Peut-être Damien, est-ce qu'il y avait une question à adresser à l'un ou l'autre des intervenants? Parce qu'à 11h15, nous switchons vers les ateliers, c'est-à-dire dans 4 minutes. Damien, tu présenteras très rapidement les ateliers. Peut-être que vous présenterez plus précisément dans chacun d'entre eux. Damien, une dernière question? Oui, en effet, puis l'intervention de Sandrine a bien introduit finalement l'ensemble de ce que l'on discutera dans les 2 ateliers. Avant de justement présenter peut-être un peu plus en détail ce que l'on vous propose de discuter dans ces deux salles, il y avait une question tout à l'heure autour de la dotation jeunes agriculteurs, justement. Sandrine, vous l'avez mentionné. On a bien compris que du coup, elle reste dans votre panorama général, que vous allez bien au-delà du coup pour justement répondre à l'ensemble des problématiques. Est-ce que vous avez imaginé décloisonner une DJA avec les différents fonds dont vous avez la charge? Alors, à ce stade, on est plutôt parti sur une DJA qu'on souhaite simplifier par rapport à notre DJA actuelle qui avait beaucoup de modulation régionale avec un très bon effet incitatif, mais quand même beaucoup trop compliqué à instruire et à mettre en œuvre. Donc, on serait plutôt sur une DJA qu'on laisserait qu'au moins de 40 ans. C'est ce qu'on a pour l'instant, c'est ce qu'on a partagé avec le partenariat régional. Les décisions, elles ne sont pas prises. Par contre, la DJA, après, on la compléterait plutôt avec des dispositifs d'accompagnement des cédants, d'accompagnement post-installation. Et finalement, faire de la DJA quelque chose qui reste simple, qui soit vraiment une dotation facile à instruire, qui soit suffisamment différenciée dans ses montants pour être incitative. Et c'est là où on va essayer d'avoir un effet levier sur la DJA, c'est de repérer les endroits, les projets et les filières dans lesquels on veut une DJA très attractive. Et donc, en fait, c'est là-dessus qu'on va travailler, en particulier en faisant le lien avec les PAT, le lien avec les filières et le lien avec les projets d'installation du jeune lui-même, quoi. Mais ça, on le créera dans la modulation de la DJA. La DJA, on veut qu'elle soit facile et très accessible, même si elle est limitée et pas forcément ouverte à 100% des installations. Alors, je vais simplement, parce que Damien va présenter, juste vous signaler, parce qu'il y a des questions sur comment on accompagne le lien installation-cédant. Donc, Sandrine l'a tout juste abordé. On mettra sur le site un lien vers une présentation qui présente une initiative irlandaise tout à fait intéressante qui, via la mesure coopération, accompagnait le lien, une coopération entre un cédant et un installé en exploitation laitière et en combinant mesures coopération, DGA, etc. Donc, on le mettra sur le site. Malheureusement, il faut qu'on close cette plénière et de nombreux sujets sont approfondis tout de suite après.
Oui, en effet. Enfin, ne soyez pas trop frustrés. On va avoir plus de temps d'échange justement dans ces deux propositions d'atelier qui font bien la suite avec pas mal d'éléments dont on a entendu parler c'est avec les différentes prises de parole. Le premier atelier, du coup, se concentrera sur les conditions du transfert, de la réplicabilité, de l'innovation. Comment est-ce que l'on essaime? Qu'est-ce que cela permet? Quelles sont les conditions pour que cela fonctionne également? On a entendu quelques éléments autour de ruralisation, autour de Newbie, autour également de l'expérience de Centre-Val de Loire, entre différents pays, mais aussi entre différentes régions, entre différents contextes. On l'a bien entendu, il y a nécessairement des spécialisations régionales, avec 2 témoignages du coup. Donc cet atelier sera animé par William Lovelock, que vous avez entendu tout à l'heure pour le projet Ruralisation. Et donc un témoignage de Sjoerd Wartena, du coup ancien paysan qui est cofondateur de Terre de Liens et initiateur du projet, du réseau européen pour l'accès à la terre, Access to Land. Donc du coup, il pourra justement vous revenir sur l'ensemble de l'expérience de la constitution de ce réseau d'échange de pratiques qui a notamment permis la construction, enfin en tout cas la participation au sein de Ruralisation. Et puis également témoignage du groupe opérationnel RETA, qui est un réseau d'espaces tests agricoles, avec Laura Merias y Garriga, si je ne me trompe pas. Je ne te connais pas, Laura, je m'excuse si j'ai écorché ton prénom, mais en tout cas, voilà, on ira un peu plus en Catalogne pour avoir un autre regard sur ces logiques de coopération et d'essaimage et de mise en réseau. Le deuxième atelier, lui, se concentrera plutôt justement sur ces dispositifs dont on a entendu un petit peu parler, avec typiquement les SIAP ou les espaces tests agricoles ou même l'Urza India d'une certaine manière, les dispositifs de coopération multi-acteurs qui permettent du coup de mobiliser plusieurs acteurs, plusieurs compétences pour permettre et pour faciliter le renouvellement des générations. Donc, on aura ici 2 témoignages. Le premier avec le groupe opérationnel RAR, où on sera en Bourgogne-Franche-Comté, dont le premier groupe opérationnel, la première tranche était en Bourgogne, avec le témoignage d'Élodie Patrice de Semeurs du Possible, qui nous racontera la mobilisation de l'ensemble d'acteurs autour de l'accompagnement à la création d'activités agri-rurales, et en concentrant notamment sur une approche autour des usagers en tant que tels, plutôt qu'autour de dispositifs, de compétences, de structures. Et puis le deuxième témoignage du coup qui sera proposé par Niels Maurice de Reneta, que vous avez entendu, et qui appuiera du coup son propos sur l'expérience existante en Normandie avec un espace test qui s'appelle Nidagri, qui mobilise lui aussi plusieurs structures locales et aussi des collectivités territoriales. Voilà, donc on est sur une coopération au-delà de seuls acteurs agricoles ou privés, également sur la région normande. Voilà, donc ces 2 ateliers avec 2 témoignages, et puis ensuite on laissera la place également aux échanges et à d'autres témoignages que vous pouvez bien sûr apporter en tant que participant. En tout cas, déjà, parce qu'on ne se retrouvera pas en plénière, donc merci à vous tous et toutes pour vos interventions ce matin qui ont été riches, bien complémentaires, et puis un grand merci également au Réseau Rural pour l'organisation de ce webinaire. On vous retrouve tout de suite dans les ateliers. Les liens sont sur le chat. Choisissez votre atelier. Merci. À tout de suite, merci.